C'est principalement lié à la publication en juin d'un livre blanc par la Chine sur le futur de la région administrative spéciale de Hong Kong, qui a alarmé un petit peu les gens de Hong Kong, parce qu'ils étaient eux-mêmes dans le sentiment qu'ils avaient été patients, puisque en 2010, ils avaient plus ou moins accepté de reporter certaines réformes démocratiques qui devaient avoir lieu à l'origine en 2012. Et en fait, ce fameux livre blanc publié en juin par la Chine prévoyait qu'au contraire, les réformes allaient reculer de nouveau. Donc ça a donné lieu à ces événements qui sont également un petit peu l'accumulation d'un certain mécontentement de la part des Hongkongais par rapport à un petit peu l'omniprésence chinoise sur leur territoire, ce qui est un peu inévitable, mais enfin au jour le jour c'est un petit peu pesant. Et pourquoi vraiment ces derniers jours? Parce que ces derniers jours ça a été plus ou moins symbolisé par la prise de position du plus grand mouvement démocratique qui s'appelle Occupy Central. Les étudiants font partie des premiers à être descendus dans la rue. Ils observent depuis plusieurs jours une grève des cours. Est-ce qu'on peut dire que ce sont eux qui mènent le mouvement? Alors en fait, les étudiants sont un petit peu la figure de proue de cet événement, mais c'est comme à Tiananmen en 89, ou c'est comme pour la révolution des tournesols à Taïwan en mars. C'est toujours les étudiants qui sont un petit peu l'élément majeur de ce mouvement, même s'il ne faut que cristalliser le sentiment général. Les étudiants, en général, ils sont plus réactifs, plus dynamiques, et puis surtout, ils ont forcément moins peur des représailles. Donc c'est un phénomène récurrent dans la culture chinoise. Alors justement, vous avez parlé de Tiananmen. Est-ce que Pékin pourrait être tenté d'utiliser la force pour faire cesser ces protestations aujourd'hui? Personnellement, je ne pense pas. D'abord parce que Hong Kong, c'est pas Pékin. Hong Kong, c'est un régime particulier décerné par la Chine. Ça a une histoire. Ensuite, parce que aujourd'hui, le monde regarde beaucoup plus, a plus la possibilité de regarder ce qui se passe, et d'autant plus qu'Hong Kong laisse regarder ce qui se passe. Il y a des journalistes sur place qui ont une liberté de parole. Enfin, parce que les forces locales à Hong Kong sont précisément locales, c'est-à-dire que quelques forces qui pourraient être utilisées dans une possible potentielle répression seraient de toute façon des gens de Hong Kong, des policiers de Hong Kong eux-mêmes. Donc c'est pas du tout la même configuration, et puis c'est ni l'ambition de Pékin, ni dans l'intérêt de Pékin. Dans quel sens peut évoluer le rapport de force entre militants pro-démocratie et les autorités chinoises? Moi, je vois personnellement plus un enlisement du conflit, et puis si on peut appeler ça un conflit, c'est une crise en fait. Et je pense qu'à terme, on verra un limogeage de certains hauts fonctionnaires chinois qui sont en charge de Hong Kong, et donc leur remplacement par d'autres hauts fonctionnaires chinois, ce qui amènera une renégociation et probablement la mise en place d'une solution de compromis qui montrera que Pékin écoute certaines revendications des étudiants, même si personnellement je pense que Pékin n'accédera pas à toutes leurs demandes. C'est toujours très difficile de comparer l'Occident et l'Orient. En l'occurrence, Hong Kong, le statut de Hong Kong est très clair. Hong Kong a été rétrocédé à la Chine en 1997. Et les Hongkongais, ils se sont toujours vus comme étant chinois. Après, si vous comparez avec Taïwan, c'est un statut beaucoup plus flou et beaucoup plus excentré que Hong Kong. Et Taïwan eux-mêmes ne demandent pas l'indépendance. Donc, personnellement, je pense que si Hong Kong demandait son indépendance, ça serait forcément avec l'accord de la Chine. Et la Chine, en l'occurrence, n'a pas cette politique-là. D'autant plus que, comme je dis, donc, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine. Donc, en fait, le temps travaille pour la Chine. La Chine, doucement, a une politique de réunification complète qui fait que les gens de Hong Kong, les Chinois de Hong Kong ont le droit d'aller apprendre, d'aller rencontrer les gens de la Chine et travailler en Chine, et de plus en plus de Chinois ont le droit de se rendre à Hong Kong. Donc il y a un brassage qui fait que de toute façon, au bout d'un certain moment, la question ne se posera pas. Quel est l'intérêt de la Chine à garder la mainmise sur cette région? Déjà, au niveau économique, Hong Kong, c'est un petit peu une sorte de Los Angeles pour la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, le succès, la structure, la solidité du pays dépend de ce triptyque, dépend de l'équilibre entre ces trois villes qui ont chacune une économie particulière. Ensuite, au niveau historique, il faut savoir qu'Hong Kong, ça a toujours été la Chine. Le fait que ça a été, à un moment, la concession a été accordée
à l'Angleterre, c'était au Royaume-Uni, c'était vraiment suite à des conflits et des négociations, c'était temporaire, ça a toujours été temporaire. Enfin, au niveau symbolique, la Chine se considère comme indivisible, comme d'autres pays ont d'ailleurs expliqué dans le cadre de cette situation-là, dans le cadre d'une éventuelle scission d'une partie de leur territoire. Et la Chine n'a pas pour vocation de laisser une partie de son territoire devenir indépendant, d'autant plus qu'elle promeut sa culture comme étant une. Le principe d'un pays, deux systèmes, c'est que pour elle, pour la Chine, pour Pékin, la culture chinoise dépasse les systèmes économiques.